듣고 있죠. Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Et la parole est à Madame la juge Cartwright qui a encore des questions à poser aux experts et au docteur Chuck Tida. La juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président. Professeur Chuck Tida, nous avons parlé de plusieurs de vos rapports sur l'accusé Yang Tirith. S'agit-il de rapports qui font partie du traitement et de la prise de notes que vous avez assurée dans le cadre de sa prise en charge, ou avez-vous établi ces rapports pour une autre raison? Dr. Chuck Tida. J'ai rédigé ces rapports dans le cadre de la pratique habituelle de prise en charge de patients souffrant de troubles psychologiques ou psychiatriques, et nous devons tenir ces rapports dans le cadre de notre évaluation clinique. Juge Cartwright, merci. Je me réfère à votre dernier rapport où vous indiquez qu'elle a démontré une bonne attitude à votre égard, que son humeur était appropriée, elle avait une façon de parler qui était normale et que vous n'avez pas observé de symptômes d'hallucination. Donc, d'abord, vous précisez ne pas avoir observé de symptômes d'hallucination. Dans leur rapport le plus récent, les 3 experts désignés par la Chambre précisent que vous leur avez dit que Yang Tirith pensait que quelqu'un dormait au-dessus de son lit dans sa moustiquaire, et vous avez présumé qu'il s'agissait simplement d'une araignée et que donc cela n'indiquait pas la présence de délire chez Yang Tirith. Pourriez-vous nous expliquer ces conclusions? Dr. Chuck Tida, merci, Madame la juge. Je l'ai entendu dire cela. À une reprise, elle a dit qu'elle avait vu un objet se déplacer sur son moustiquaire. Et en le décrivant, elle montrait du doigt le coin du mur. Je lui ai demandé ce qu'elle avait vu et elle m'a dit une araignée. J'ai regardé dans la direction qu'elle indiquait et j'ai effectivement observé une araignée. La juge Cartwright, combien de fois avez-vous examiné Yang Tirith? Est-ce que c'était à chaque fois que vous avez rédigé des rapports, c'est-à-dire entre 6 et 8 fois depuis le début de l'année dernière? Réponse. Nous avons rédigé 11 rapports.
mais son traitement était plus fréquent que cela. Nous avons également interrogé les gardiennes qui ont indiqué qu'elle avait des problèmes pour dormir, qu'elle se mettait en colère et qu'elle criait. Dans ces cas-là, nous venions en compagnie d'autres médecins traitants pour l'examiner et pour l'aider. La juge Cartwright. Merci. Et dans votre rapport le plus récent, datant du 14 août de cette année, vous dites avoir interrogé les infirmières de Yangtirit qui ont indiqué qu'elles continuaient à radoter, mais de façon moins véhémente qu'auparavant. Est-ce que c'est exact? Réponse. De façon générale, nous avons évalué son état de santé par l'intermédiaire des infirmières de service et aussi par l'intermédiaire de ces médecins traitants qui la voient tous les jours. J'ai obtenu ces informations supplémentaires auprès d'eux, donc moi-même, je ne la vois pas tous les jours. La juge Cartwright. Avez-vous jamais été présent lorsque Yangtirit crie, radote ou lance des injures à l'égard du personnel ou frappe la porte avec sa canne? Réponse. Depuis le mois de février 2011 jusqu'à ce jour et à chaque fois que je l'ai examiné, je ne l'ai jamais vu crier ou se mettre dans cet état. Nous avons eu de bons échanges avec elle. À chaque fois que nous l'avons vue, elle semblait détendue. Je me souviens d'une fois où nous sommes arrivés lorsque elle prenait son bain. On nous a demandé d'attendre. J'ai dû attendre une demi-heure, voire 1 heure. Et je l'ai vue après, je ne l'ai jamais entendue crier ou fulminer. La juge Cartwright. Lorsque vous l'avez examinée, combien de temps avez-vous passé à évaluer son état de santé? Réponse. Normalement, nous l'examinons 1 fois par mois et en cas de besoin 2 fois par mois. Donc, ordinairement, c'est un examen qui se faisait tous les mois. La juge Cartwright, combien de fois avez-vous passé auprès de Yangtirit à chaque fois que vous l'avez examiné? Réponse. D'habitude, nous avons mis 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures en fonction des circonstances. Le juge Cartwright, dans vos rapports, vous mentionnez régulièrement ne pas observer de signes de démence. Vous avez également dit régulièrement qu'il n'y avait pas de symptômes de délire, pas d'hallucination et qu'elle ne semble pas vouloir se faire du mal. Est-ce que ces observations sont exactes et peuvent s'appliquer à toutes les périodes où vous l'avez évaluée? Réponse. Oui, c'est exact.
La juge Cartwright. Nous avons lu votre rapport du 12 juillet où vous avez effectué le mini-examen de l'état mental où vous êtes parvenu à un score de 24. Avez-vous administré cet examen à d'autres reprises lorsque vous examiniez Yingtirit? Réponse. Madame la juge, comme je l'ai déjà indiqué, cet examen a été effectué, mais nous avons effectué des examens indirects parce que si nous nous étions appuyés sur l'examen d'origine, nous n'aurions jamais obtenu le résultat escompté car elle refusait de coopérer. Et c'est pour cela que nous avons fait appel à ces examens dits indirects. La juge Cartwright, pour bien comprendre, donc, le 12 juillet, avez-vous administré le mini-examen de l'état mental ou avez-vous modifié cet examen pour effectuer un examen indirect ce jour-là? Réponse. Le 12 août, j'ai bien administré le mini-examen de l'état mental, le MMSE. La juge Cartwright, est-ce que c'est la seule fois où vous avez administré cet examen dans sa totalité? Réponse. Oui. Oui, j'ai effectué un examen complet. La juge Cartwright. Dans le cadre de vos fonctions de psychiatre, avez-vous l'habitude d'effectuer l'examen, le mini-examen d'état mental sur d'autres patients? Réponse. Oui. Je le fais effectivement. Je fais cet examen sur des patients concernés. Comme vous le savez peut-être déjà, Madame la juge, les Cambodgiens en général ont fait peu d'études et il s'avère difficile d'administrer l'examen tel qu'il est précisé dans les textes en anglais, donc nous devons l'adapter légèrement, mais nous essayons de suivre l'examen d'origine. La juge Cartwright, donc vous suivez l'examen, le mini-examen d'état mental, mais vous le modifiez, vous le changez puisque vous pensez que cela ne correspond pas au niveau d'études des Cambodgiens aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien compris? Réponse. Oui, c'est cela. Cela ne vaut pas pour tous les patients, puisque certains patients sont davantage instruits. Et dans ces cas-là, nul besoin de modifier l'examen, mais il faut le modifier pour les gens qui sont peu instruits. Et nous avons dû d'ailleurs largement le modifier pour pouvoir l'administrer. La juge Cartwright, je reste un peu perplexe, pourriez-vous clarifier? Yingtirit est une personne très instruite, n'est-ce pas? Donc, avez-vous pensé qu'il était nécessaire de le modifier en raison de son niveau d'intelligence ou son niveau d'études? Pourquoi avez-vous modifié l'examen pour Yingtirit? Réponse.
Je partage votre avis là-dessus. Cependant, je pense que l'examen peut être administré auprès d'une personne très instruite, mais qu'il faut l'administrer de manière différente chez des patients qui sont bien instruits, mais qui n'ont aucun lien avec la procédure judiciaire. La juge Cartwright, pourriez-vous nous expliquer ce que vous avez fait au mois de juillet cette année lorsque vous avez fait cet examen? D'abord, sur l'orientation, avez-vous suivi de près les consignes de l'examen MMSE en notant ses capacités d'orientation? Réponse. En ce qui concerne son orientation dans le temps, j'ai bien administré cet examen. Mais comme je l'ai indiqué dans mon rapport, elle ne se souvenait pas de la date exacte, mais elle a su dire que nous étions en saison des pluies. La juge Cartwright, vous avez aussi parlé d'enregistrement dans votre rapport où vous lui avez donné 3 points. J'ai l'impression que c'est un test où vous lui avez demandé de donner des noms de certains objets dans la pièce. C'est exact? Réponse. Oui, c'est ça. J'ai effectué cet examen en lui demandant de répéter après moi verre, fruits, chaussettes. Si elle était en mesure de répondre à toutes les questions, je lui donnais 1 point. Donc j'ai bien administré cet examen. La juge Cartwright. Et il y a une partie de l'examen qui concerne l'attention et le calcul. Comment l'avez-vous aidé dans cette partie de l'examen? Réponse. Madame la juge, j'ai suivi l'examen d'origine. La patiente devait soustraire 7 du chiffre 100. Elle portait une montre. Je lui ai donc demandé d'indiquer la montre et d'enlever 5 minutes de l'heure, et elle a obtenu 4 points. La juge Cartwright, dans leur rapport en date d'hier, les experts ont compris que vous disiez que Yang Tirit était capable de bien lire l'heure sur sa montre, et les experts précisent que ceci n'indique pas l'orientation dans le temps, qui doit être évaluée en posant des questions spécifiques concernant le jour, la date, le mois, la saison et l'année, sans aide extérieure. Pensez-vous avoir suivi ces consignes? Réponse. Pourriez-vous répéter la question, Madame la juge? La juge Cartwright. Dans le rapport, les experts précisent que vous avez indiqué que Yang Tirit était en mesure de lire correctement l'heure sur sa montre. Les experts indiquent que ceci ne permet pas d'évaluer l'orientation dans le temps, qu'il faut évaluer en posant des questions spécifiques concernant le jour, la date, le mois, la saison et l'année, sans aide extérieure. Pensez-vous avoir respecté ces consignes lorsque vous l'avez évalué pour évaluer ses capacités d'attention et de calcul?
Réponse. En matière de calcul, nous ne nous sommes pas contentés de lui demander de lire sa montre. Nous lui avons également demandé d'enlever 5 minutes de l'heure indiquée sur sa montre, et elle a donné les bonnes réponses à cette question. La juge Cartwright. Dans le cadre de cet examen, il y a une partie qui concerne la capacité de se rappeler, et vous lui avez testé pour voir si elle se rappelait d'objets qu'elle avait indiqués précédemment pendant ce même examen, c'est-à-dire le verre et le fruit. Je pense qu'il s'agit là d'évaluer sa mémoire à court terme. Est-ce que vous avez estimé qu'elle avait une bonne mémoire à court terme suite à cette partie de l'examen? Réponse. Ici, au point 2 de l'examen, nous lui avions demandé si elle se rappelait les objets. Nous ne lui avons pas demandé de les indiquer du doigt, mais simplement de nous donner le nom des objets. Elle se rappelait simplement 2 objets. Elle a oublié les chaussettes. La juge Cartwright. Dans la dernière partie de l'examen, ceci concerne le langage. Vous lui avez demandé de nommer certains objets, de dessiner quelque chose et de réagir à des instructions telles que fermez vos yeux. Vous lui avez demandé également d'écrire le nom du médecin et de faire un test physique simple avec un bout de papier, et vous avez indiqué d'ailleurs qu'elle a obtenu un très bon score pour cette partie-là de l'examen. Est-ce que c'est juste? Réponse, oui, effectivement. Lorsque nous lui avons demandé de fermer les yeux, elle l'a fait. Lorsque nous lui avons demandé d'écrire le nom du médecin, elle l'a fait correctement. Elle a écrit mon nom. Elle a aussi été en mesure de dessiner très bien, même en l'absence de règles. La juge Cartwright. Je reviens rapidement à la manière variable dont vous avez administré les mini-examens de l'état mental. Vous avez dit et confirmé, pensé que Yingtirit est très instruite et intelligente, mais vous avez aussi fait référence au fait qu'elle soit un suspect ici dans le cadre des CETC. Est-ce que cela a pu influencer la manière dont vous avez administré cet examen? Réponse. Oui, en partie. Juge Cartwright, pourriez-vous nous expliquer comment vous avez modifié l'examen pour prendre en compte le fait qu'elle soit un détenu? Réponse. Je pense que si elle savait que cet examen visait à évaluer sa mémoire, qu'elle refuserait de coopérer. Ou de coopérer du mieux que possible. Juge Cartwright, comment lui avez-vous expliqué cet examen alors? Réponse. Je ne lui ai rien expliqué avant d'administrer l'examen. Dans le cadre de notre pratique,
En effet, il a fallu l'expliquer avant à certains patients, mais pas à tous les patients. Là, avec elle, il s'agissait de commencer une conversation courte avec elle avant de passer à l'examen. La juge Cartwright. J'aimerais parler de vos qualifications et de votre expérience, Dr. Chuck Tida. Vous nous avez dit avoir étudié la médecine à la faculté de médecine ici à Phnom Penh dans les années 80. Est-ce que c'est exact? Réponse: oui, c'est exact. Question: pourriez-vous nous dire quelles ont été des études que vous avez effectuées avant vos études de médecine à Phnom Penh? Réponse: après la chute des Khmers rouges, je suis partie de chez moi. J'étais au collège. J'ai commencé mes études en 1979 jusqu'en 1980. J'étais bonne élève. J'ai pu sauter une année. J'étais dans la 10e année d'école qui est l'équivalent de la 12e année du système éducatif actuel. J'étais première de ma classe. Et j'ai pu donc étudier la médecine de 1981 à 1983 puisque j'étais première de ma classe. La juge Cartwright, j'aimerais vous interroger concernant la période où les Khmers rouges contrôlaient le pays pendant environ 4 ans. Pendant cette période, êtes-vous allé à l'école? Avez-vous reçu une instruction quelconque? Réponse: Madame la juge, je préférerais ne pas répondre à cette question. Vous le savez déjà peut-être que à cette époque, les élèves n'allaient pas à l'école. La juge Cartwright, oui. Je voulais simplement vérifier que vous n'êtes pas allé à l'école pendant cette période. Mon objectif n'est pas de vous obliger à vous rappeler de mauvais souvenirs. Pourriez-vous juste nous dire si vous êtes allé à l'école pendant la période allant d'avril 1975 au mois de janvier 1979? Avez-vous reçu une instruction formelle quelconque? Réponse: non, je n'ai pas fait d'études et on ne m'a pas influencé pendant cette période. Question: et avant l'arrivée au pouvoir des Khmers rouges en 1975, êtes-vous allé à l'école avant cette période? Réponse: avant cette période, j'allais à l'école. J'étais élève dans la 3e année d'école, mais je n'ai pas passé d'examen. Question: en répondant aux questions du président, vous avez dit avoir étudié aux États-Unis dans le cadre d'études de 3e cycle. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agissait et s'il y avait
avait un lien quelconque entre ces études et la pratique de la psychiatrie, qui est votre pratique actuelle. Réponse. Je n'ai pas étudié aux États-Unis, mais j'ai obtenu un diplôme du Minnesota, aux États-Unis. Je suis membre du Comité national de la santé mentale et je suis présidente adjointe de ce comité également. Ils sont venus au Cambodge organiser des formations. Il y avait des conférenciers, des animateurs venant d'Australie et des États-Unis. C'était un programme, un cycle de formation et de thérapie qui s'appelait Speaking 12. La formation a duré de 2007 à 2009 et à la fin, nous avons obtenu un certificat. La juge Cartwright. En résumé, vous avez étudié à la faculté de médecine ici à Phnom Penh pour obtenir votre diplôme de médecine. Combien de temps a duré cette formation ? Réponse. À l'époque, le cycle de cours était différent d'aujourd'hui. À l'époque, le cycle durait 6 ans, tandis qu'aujourd'hui, il dure 8 ans pour l'obtention du doctorat en médecine. La juge, au cours de cette période, vous avez donc étudié 6 ans, n'est-ce pas ? Réponse. Effectivement. La juge. Quant au cours de psychothérapie qui vous a été dispensé ici à Phnom Penh, il a duré 2 ans. Au cours de cette période, avez-vous étudié à temps plein ? Réponse. En fait, ça a duré 3 ans, non pas 2 ans, mais ce n'était pas un programme d'études à temps plein. Chaque mois, nous étudions 2 semaines. Au total, le cours a duré 3 ans. Dans le cadre des cours, il y avait des conférenciers invités qui faisaient des exposés, en plus des orateurs étrangers qui étaient chargés des cours de façon routinière. La juge. Peut-être que je confonds différentes spécialités, mais je crois comprendre qu'une qualification dans le domaine de la psychiatrie est différente d'une qualification en psychothérapie. Est-ce bien le cas ? Réponse. Je suis désolé, je n'ai pas compris la question. La juge. Je ne suis pas médecin, mais il y a une chose que j'aimerais préciser. Je crois comprendre qu'une qualification de psychothérapeute, ce n'est pas la même chose qu'une qualification de psychiatre. Ai-je raison de penser cela ? Réponse. Les qualifications dans le domaine de la santé mentale comportent l'étude de la psychiatrie et de la psychothérapie.
La juge. Donc, vous avez étudié la psychiatrie au cours de cette période d'enseignement de 3 ans à mi-temps? Réponse. Effectivement, j'ai étudié dans le cadre de ce programme à temps partiel. Question. Avez-vous une expérience quelconque ou avez-vous fait des études dans le domaine de la démence ou de la maladie d'Alzheimer? Et je parle ici d'études universitaires. Réponse. Il y avait un cours là-dessus dans le cadre du programme d'études concernant la santé mentale. La juge. À part Yang Tirit, avez-vous jamais traité d'autres personnes dont vous auriez pensé qu'elles souffraient de démence ou de la maladie d'Alzheimer? Réponse. J'ai de l'expérience dans ce domaine et c'est pratiquement au quotidien que je prodigue des conseils et des traitements, car à l'hôpital il y a beaucoup de patients et nous rencontrons des patients pratiquement chaque jour. La juge, je comprends bien que vous travaillez beaucoup, que vous voyez des dizaines, voire des centaines de patients par semaine. Est-ce exact? Réponse. Oui. En général, il s'agit d'une dizaine de patients, mais parfois 4 ou 5 patients. Question. Avez-vous lu récemment des choses sur la démence ou sur la maladie d'Alzheimer? Je parle de publications scientifiques. Réponse. Nous avons étudié en travaillant sur de nombreuses publications et revues. Nous avons étudié la neurologie également. La juge. Mais plus récemment, avez-vous examiné des publications scientifiques plus récentes sur la maladie d'Alzheimer ou sur la démence? Réponse. Oui, j'ai lu de la littérature scientifique, mais pas au quotidien. En outre, je suis chargé d'enseigner la psychologie. J'ai donc examiné la littérature pratiquement au quotidien. Question. Dans le rapport, il est indiqué que les experts envoient la chambre aux orientations concernant le diagnostic établi par la 10e édition de la classification internationale des maladies. C'est des méthodes de diagnostic unifiées de l'OMS utilisées au niveau international. Est-ce que vous connaissez ces orientations? Réponse. Depuis le début de mes études en psychologie, depuis 1998, nous avons toujours fait référence
à DSM4 et à la 10e édition de la CIM. La juge. Merci, professeur Chaktida. Je n'ai plus de questions à vous poser. Je rends la parole au président. Merci, président. Merci, madame Chaktida. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour répondre du mieux que vous pouviez à mes nombreuses questions compliquées. Le président. Merci, madame la juge. Est-ce que d'autres juges ont des questions à poser à leur tour? Si tel n'est pas le cas, nous allons passer à la présentation du docteur Sina Fazel concernant le rapport d'expertise sur Yang Tirith. Le président. Terminons la première partie de l'audience. Les parties n'ayant pas eu l'occasion d'interroger le témoin, Chaktida, les parties ont à présent l'occasion de poser des questions aux témoins, en particulier au sujet de son évaluation de l'état de santé mentale de Madame Yang Tirith. La parole est à l'accusation, le cas échéant. L'accusation. Concernant le programme de cette audience, et comme c'était le cas dans le passé, nous croyons comprendre que la défense interviendrait d'abord. Nous pensons que c'est ainsi qu'il conviendrait de procéder, d'autant plus qu'il s'agit fondamentalement d'une requête émanant de la défense. Le président. Ce n'est pas un problème. Il ne s'agit pas de la procédure habituelle qui s'applique aux autres témoins. Je vais donner la parole à la défense de Yang Tirith si elle souhaite interroger le docteur Chaktida.
Maître Pat Peu-Siang. Bon après-midi, mesdames, messieurs les juges. Je m'appelle Pat Peu-Siang. Je suis avocat de Yengtirit. J'ai quelques questions à poser à madame Chaktida au sujet de son rapport. Mes questions porteront sur son rapport et sur ce qu'a dit le témoin ce matin. Si j'ai bien compris, le médecin a établi son rapport en se fondant sur 3 facteurs. Premièrement, une bonne relation qui a été établie avec l'intéressé. Deuxièmement, le fait que ce médecin est une femme. Et troisièmement, le fait que le médecin parle khmer et donc peut communiquer facilement avec l'intéressé. De quelle manière le médecin a-t-il pu instaurer cette bonne relation et en quoi consistait cette bonne relation? Deuxième partie de ma question, à présent. D'après le rapport du médecin, il est indiqué que Yengtirit utilise une canne pour frapper à la porte, et ce, fréquemment. Mais ensuite, le médecin considère que cela n'est pas symptomatique d'un état de démence ou d'autres troubles. J'aimerais donc que le médecin nous apporte des éclaircissements à ce sujet. Si le médecin affirme avoir instauré une bonne relation avec Yengtirit, que doit-on entendre par une bonne relation? Et d'où viennent les informations? En effet, il y a beaucoup de gens au centre de détention. Il y a le directeur du centre, il y a les gardes de sexe féminin qui sont de service aux côtés de Yengtirit. Mes questions portent principalement donc sur les sources dont viennent les informations utilisées par le médecin pour l'établissement de son rapport. Réponse. Merci, maître. Laissez-moi vous expliquer comment j'ai pu instaurer une relation avec Yengtirit. Premièrement, quand je suis arrivé sur les lieux, avant toute chose, je lui ai dit pourquoi j'étais venu la rencontrer. Je l'ai saluée, je lui ai demandé comment elle allait, je lui ai posé des questions, je lui ai demandé si elle avait pris le petit déjeuner, et elle a bavardé avec moi. Nous avons bavardé, j'ai continué à lui poser des questions sur son bien-être. J'ai constaté que parfois elle se plaignait de douleurs aux genoux, elle se plaignait aussi d'avoir les jambes gonflées, et elle m'a même montré sa jambe. Je l'ai également auscultée dans sa cellule. Je ne lui ai pas demandé de quitter sa cellule pour venir dans l'infirmerie. Je suis moi-même allé la voir dans sa cellule, je lui ai posé des questions, nous avons bavardé, je l'ai interrogé sur sa santé, sur son bien-être et sur sa vie quotidienne. Par exemple, je lui ai demandé si elle avait du mal à dormir. Donc, avant de poser des questions, je m'asseyais auprès d'elle et je lui demandais comment elle allait. Je lui demandais par exemple si elle recevait la visite de ses enfants. Par ailleurs, concernant la question de la canne utilisée pour frapper à la porte, cette information me vient de l'infirmière de service.
En outre, nous avons aussi demandé des informations au médecin traitant. J'ai demandé au médecin si l'infirmière de service signalait régulièrement cet incident de la canne utilisée pour frapper à la porte. Et chaque fois que l'infirmière allait voir l'intéressé, je lui ai demandé quelle était la situation générale. J'ai donc contacté également l'infirmière, en plus du médecin, et ce pour obtenir mes informations. Maître Patrocien. Vous déclarez que vous avez rencontré Madame Yengtirit. À quelle fréquence êtes-vous allé la voir? Et combien de fois à ce jour l'avez-vous rencontrée? Réponse. J'ai rencontré Yengtirit sans qu'il y ait de calendrier précis. À chaque fois qu'elle avait des problèmes, je suis venu. Je venais une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. En cas de problème, je venais plus fréquemment. Et s'il n'y avait pas de problème, je ne venais qu'une fois par mois. Question. Depuis 2010 et à ce jour, avez-vous jamais remarqué que parfois elle ne souhaitait voir personne, pas même vous-même? Réponse. En réalité, c'est en février 2011 et non pas en 2010 que j'ai commencé à la suivre. Je n'ai jamais connu de problème de communication avec elle. Elle n'a jamais refusé de me voir. C'était plutôt le contraire. Si j'étais resté absente longtemps, elle me demandait pourquoi je n'étais pas venu. Question. Vous dites que vous avez commencé à la suivre en février 2011. Vous dites également l'avoir rencontrée, vous dites qu'elle n'a jamais refusé de vous voir. La question que je vous ai posée était la suivante. Est-ce que vous avez constaté un changement de comportement ou de l'état de santé mentale de l'intéressé depuis le moment où vous avez commencé à la traiter et jusqu'à ce jour? Réponse. Depuis début 2011 et jusqu'à fin 2011, il a été signalé qu'elle criait sur le personnel du centre de détention. Mais récemment, il y a eu des signes de récupération physique. Elle crie en effet beaucoup moins sur le personnel et elle tempête moins contre ce personnel. La défense. Je ne sais pas si ma question est appropriée, mais je vous la pose. Avez-vous constaté une mauvaise odeur dans sa chambre à cause d'une éventuelle incontinence urinaire? Réponse. Depuis le moment où j'ai commencé à la suivre, on ne m'a jamais indiqué qu'elle avait ce problème. Mais récemment,
Dans le rapport, j'ai constaté que cet incident a eu lieu lorsque l'expert étranger s'est rendu au centre de détention et cela m'a aussi été rapporté. Question. Ces informations relatives aux problèmes d'incontinence urinaire, les avez-vous obtenues par la lecture du rapport ou bien est-ce que vous l'avez constaté vous-même en vous rendant dans sa chambre? Réponse. Je n'ai pas constaté ça moi-même. À chaque fois que je suis venu l'ausculter, il n'y a pas eu d'incident de ce type. De surcroît, il n'y a eu aucun rapport concernant d'éventuels incidents similaires. En fait, cet incident s'est produit récemment. Question. Lui avez-vous rendu visite récemment dans sa cellule? Réponse. C'est le 14 août que je l'ai rencontré pour la dernière fois. Depuis lors, je ne l'ai plus vu. La dernière fois, c'était le 14 août. Question. Le 14 août, quand vous lui avez rendu visite, êtes-vous allé la voir dans sa cellule au centre de détention ou bien est-ce que vous l'avez rencontrée dans une autre salle? Réponse. En général, je la rencontre dans sa cellule et non pas dans une salle de réunion. Question. Quand vous lui avez rendu visite dans sa cellule, avez-vous constaté la présence d'une odeur nauséabonde? Je vous présente mes excuses, peut-être que c'est un peu déplacé, mais je voudrais vous demander si quand vous lui avez rendu visite, elle était assise sur son lit ou ailleurs. Réponse. En général, je m'assois sur son matelas et parfois sur une chaise. Question. Quand vous étiez assise sur son lit, avez-vous perçu une odeur d'urine? Réponse. Non, je n'ai jamais senti une odeur d'urine. Question. Dans votre rapport, vous indiquez que Yang Tirid vous connaît très bien et qu'elle vous appelle par votre nom et par Docteur Chaktida. Est-ce exact? Réponse. Oui. Question. Quand vous l'avez rencontrée, est-ce que vous vous êtes présenté à elle en lui indiquant par exemple votre nom? Réponse. Au début, j'ai dû me présenter. Mais par la suite, comme elle me connaissait déjà, ça n'a plus été nécessaire. Question. J'ai une question à poser là-dessus encore. Je ne sais pas pourquoi cela s'est produit, parce qu'elle ne reconnaît même pas son mari. Je la rencontre souvent. Parfois, elle ne veut pas me voir, parfois elle ne me reconnaît pas. Elle oublie même le nom de son mari. Ne parlons même pas de mon propre nom. Et par contre, apparemment, elle se souvient de votre nom. C'est vraiment étrange.
Le président, maître, veuillez attendre. Le coprocureur international a la parole. Le coprocureur international, j'ai eu l'impression que mon cher confrère témoigne lui-même de ce qu'il a vécu personnellement et si j'ai bien compris, je dois exprimer une objection. Le président. Maître, vous pouvez poursuivre, mais sachez que vous n'êtes pas ici pour témoigner, mais pour interroger le témoin. Allez-y. Maître Pat Poussin, je vous présente mes excuses. Mesdames et messieurs les juges, voici ma question suivante. Dr. Chektida, vous dites avoir modifié les examens et avoir ajusté la manière d'administrer le mini-examen de l'état mental. Sachant que certains Cambodgiens étaient moins instruits ou bien pour vous adapter aux besoins de différents patients. En même temps, vous avez reconnu que Madame Yingtirit était quelqu'un de très instruite. Et vous avez dit que l'examen a dû être modifié afin d'obtenir le résultat escompté. Donc, en modifiant l'examen, avez-vous informé Madame Yingtirit des raisons de ces modifications? Réponse. Maître, je pense que c'est une question répétitive. Je l'ai déjà indiqué ici. En administrant cet examen, je ne lui ai pas dit que je lui faisais un examen. Je l'ai examiné et eu égard de la situation à l'époque, je pense que l'examen a été administré de façon appropriée. Je lui ai demandé d'énumérer 3 objets en lui disant que dans quelques instants, je lui demanderai de rappeler ces objets. Mais je ne lui ai pas dit qu'un examen lui était administré. Question. Après avoir rédigé vos 2, 3 ou est-ce 4 rapports, si je me souviens bien. En préparant votre rapport, avez-vous jamais vu les rapports d'expertise rédigés par les experts désignés par la Chambre? Réponse. J'ai rédigé 11 rapports en tout. Un rapport tous les 3 mois. Je n'ai jamais reçu de rapport d'expertise. Ces rapports ne nous étaient pas destinés. Question. Avez-vous jamais été informé par les experts ou par les médecins que Yingtirit refusait parfois de rencontrer ses avocats et que quelques minutes plus tard, elle est repartie se coucher en laissant ses avocats assis? Est-ce que des infirmières vous ont raconté ce genre d'événement? Réponse. Maître, l'infirmière m'a donné cette information
Lors de ma dernière évaluation, ils m'ont téléphoné en me disant que Yang Tirith allait refuser de rencontrer le groupe et j'ai dû intervenir pour que Yang Tirith accepte de rencontrer le groupe. Mais je pense en fait qu'elle ne refusait pas de nous voir, elle souhaitait simplement que nous attendions qu'elle prenne son bain. Ça, c'est quelque chose qu'elle m'a fait à 2 reprises. J'ai attendu et ensuite elle m'a rencontré. Maître Pat Poufsing. Merci, Dr Tida, je n'ai plus de questions. Maître Ellis. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, j'ai encore quelques questions. Professeur Chaktida, pourriez-vous nous dire quand vous avez commencé à étudier la psychiatrie pour la première fois et ce à temps complet? Réponse. Il y a 2 étapes. D'abord, en 1997, je l'ai étudié lorsque je dirigeais le centre de santé où je travaillais et j'ai suivi une formation de 2 semaines pendant que je dirigeais le centre Psardomko. Je travaillais au centre de réhabilitation où j'y suis restée jusqu'en 1998. J'ai également suivi une formation de 3 années complète en la matière. Maître Ellis, dans votre déposition, vous avez mentionné la psychiatrie, la psychothérapie. Vous avez dit également enseigner la psychologie, à moins qu'il s'agisse d'une erreur d'interprétation. Pourriez-vous donc clarifier et nous dire si vous pratiquez toutes ces disciplines? Réponse. J'ai en effet pratiqué ces 3 disciplines. Question. Avez-vous travaillé en tant que médecin à l'hôpital des Calmettes à un moment donné? Ou vous êtes-vous simplement rendu à cet hôpital dans le cadre de votre suivi de Yang Tirith? Réponse. Non, je n'ai jamais travaillé à l'hôpital des Calmettes. Néanmoins, à cette époque, on avait besoin de psychiatres et le directeur de l'hôpital m'a demandé d'aider à évaluer l'état mental de Madame Yang Tirith. Question. Donc, lorsque vous avez pris en charge Yang Tirith en tant que patiente en février 2011, vous travaillez en réalité à l'hôpital de l'amitié khmero-soviétique, n'est-ce pas? Réponse. Oui, c'est exact. Question. La Chambre est informée que dès mars 2009,
des inquiétudes existaient concernant le comportement de Yang Tirit alors qu'elle était au centre de détention. Un courrier a été rédigé informant les juges de la situation. Étiez-vous au courant de ce courrier? Réponse: non, je n'ai pas été mis au courant. J'ai commencé à m'occuper de son cas en février 2011 simplement. Le président: merci maître. L'heure est venue de marquer une pause de 20 minutes. L'audience reprendra à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez aider le témoin et les experts et les accompagner pendant cette pause, les raccompagner ici à 15 heures.